Monsieur, on vous a prévenu de vous disperser. Ceci est un rassemblement illégal. L'officier en tenue anti-émeute hurla, sa voix amplifiée par un mégaphone, juste avant que le crépitement sec d'un taser ne déchire l'air. Henri Delattre, 90 ans, ancien combattant décoré de la Seconde Guerre mondiale, s'effondra sur le pavé, frappé par la décharge électrique, son drapeau français miniature tombant de sa main tremblante. Il n'avait pourtant fait que se tenir là, en silence, appuyé sur son déambulateur, au milieu des pancartes de protestation tenues par d'autres retraités. 8 minutes plus tard, alors que d'autres manifestants tentaient de le protéger, le tumulte fut soudainement interrompu par l'arrivée silencieuse mais imposante d'une file de SUV noirs qui s'immobilisèrent aux abords de la place. Des hommes en costume sombre, au visage fermé, en descendirent avec efficacité. Henri Delattre avait vu plus d'histoires défiler sous ses yeux que la plupart des gens n'en liraient jamais dans les livres. Il avait débarqué à Omaha Beach à l'âge de 19 ans, survécu à la bataille de Normandie, vu tomber ses frères d'armes, et était revenu au pays chargé de médailles, mais aussi de cicatrices, visibles et invisibles. Son petit appartement de la rue des Lilas, à Lyon, était une ode discrète à une vie de service. Quelques photos encadrées de sa défunte épouse, Lucienne, un drapeau plié sur l'étagère, et une vitrine contenant sa croix de guerre, sa Légion d'honneur et d'autres distinctions soigneusement conservées. Son corps était fatigué, ses jambes lourdes, ses pas lents et guidés par un déambulateur sur lequel flottait un petit drapeau. Mais son esprit, lui, demeurait inébranlable. Lorsqu'il apprit qu'un rassemblement pacifique se tiendrait devant la mairie pour protester contre les réductions prévues dans les budgets de santé des anciens combattants et des retraites, Henri sentit un appel familier, celui du devoir. Il épingla une réplique miniature de sa médaille sur son imperméable usé, ajusta sa casquette de l'Union nationale des combattants et quitta son appartement à petits pas déterminés. Le rassemblement était calme. Une cinquantaine de personnes âgées, certaines en fauteuil roulant, d'autres comme lui appuyées sur des cannes ou des déambulateurs. Les pancartes étaient claires et sobres. Respectez vos promesses. La santé n'est pas un luxe. Honorez nos anciens. On chantait faiblement l'hymne national, on écoutait des discours de retraités indignés mais dignes. Personne ne criait. Personne ne cassait quoi que ce soit. Mais la préfecture avait visiblement anticipé une autre tournure. Peut-être influencée par des rumeurs en ligne, ou simplement par une volonté de montrer les muscles, elle avait déployé une unité de CRS en tenue complète. Casque, bouclier, matraque. Une présence disproportionnée, intimidante. À leur tête, le capitaine Arnaud Morel, connu pour ses méthodes musclées et son absence de patience. Il avait déjà fait évacuer des campements de grévistes en usant de la force avant même toute négociation. « Ceci est un rassemblement illégal », tonna-t-il dans son haut-parleur. « Vous avez été prévenu. Si vous ne quittez pas immédiatement les lieux, nous interviendrons. » Henri se tenait au bord de la foule, son drapeau serré dans la main, le regard droit. Il ne criait pas, ne chantait pas. Il se contentait d'être là, témoin, présent. Un frisson d'angoisse parcourut les manifestants, mais personne ne bougea. Ils avaient l'autorisation officielle pour être là. Et même si ce n'était pas le cas, leur présence pacifique suffisait à justifier leur droit fondamental. Le capitaine Morel fit un signe de tête. Les policiers avancèrent, lentement, bouclier levé. Un jeune agent, probablement encore en période d'essai, le visage tendu sous la visière, s'approcha d'Henri. Il s'appelait Quentin Petit. Peut-être prit-il Henri pour un perturbateur facile à neutraliser. Peut-être était-ce le drapeau qui le dérangeait, symbole d'un patriotisme qu'il ne comprenait pas. « Bougez, vieux monsieur » cria-t-il. Henri leva les yeux, tenta de parler, de dire qu'il exerçait juste son droit, mais sa voix fut noyée dans la montée du chaos. « Je vous ai dit de bouger » hurla Quentin, sa voix brisée par l'adrénaline. Et avant que quiconque ne puisse intervenir, il pressa la détente. Le tir du taser frappa Henri en pleine poitrine. Le vieil homme poussa un cri maigre et tomba en avant, son déambulateur basculant sur le sol, sa casquette roulant sous les pieds d'un CRS. Un silence de choc s'installa une seconde, puis les cris éclatèrent. « Vous êtes fou! Il a 90 ans! C'est un vétéran !» hurla une femme en se précipitant vers lui. Le capitaine Morel parut hésiter. Une fraction de seconde. «
juste assez pour comprendre qu'il venait de franchir une limite. L'agent Petit recula d'un pas, blême. Son taser toujours en main, il fixait le corps effondré d'Henri, réalisant peu à peu l'ampleur de son acte. Parmi les manifestants, une femme, Mireille Bertrand, ancienne avocate militaire et militante connue des cercles d'anciens combattants, avait déjà son téléphone à l'oreille. Pas pour appeler la police, ni même les pompiers. D'autres s'en chargeaient déjà. Elle appelait un numéro direct, celui de l'assistante personnelle de la ministre déléguée aux anciens combattants, qui se trouvait justement en déplacement à Lyon. Elle parla vite, avec précision. Un ancien combattant de 90 ans, tasé par la police, pacifique, devant l'hôtel de ville. Le rassemblement était autorisé. Elle raccrocha après avoir entendu « On arrive, restez où vous êtes ». Moins de 10 minutes plus tard, alors que les ambulances arrivaient à peine et que le capitaine Morel hurlait de nouveau dans son mégaphone, un son nouveau fit taire tout le monde. Un grondement grave, suivi du souffle lisse de pneus haut de gamme. Les CRS se tournèrent, surpris. 5 SUV noirs contournèrent la barrière policière comme si elle n'existait pas. Les véhicules s'arrêtèrent d'un coup sec. Les portes s'ouvrirent. Des hommes en costume sortirent. Pas d'armes visibles. Mais leurs oreillettes et leur posture en disaient long. Ce n'était pas la police locale. Ils se placèrent aussitôt en formation. Non pas autour des CRS, mais autour de l'ambulance où l'on plaçait Henri sur une civière. Le capitaine Morel s'approcha, rouge de colère. « Qui êtes-vous ? » ?»« Ceci est une opération de maintien de l'ordre. Vous n'avez rien à faire ici. » Un des hommes, mince, raide comme une lame, sortit un portefeuille en cuir noir. Il l'ouvrit brièvement. Assez pour que Morel recule, blême. Service de protection des personnalités du gouvernement. Liaison du cabinet des anciens combattants. Nous sommes ici pour Monsieur Henri Delattre. Avant que Morel puisse répondre, une autre portière claqua. Une femme descendit. Cheveux gris attachés, uniforme sobre, regards impénétrables. C'était la ministre Claire Vauquelin, ancienne générale 4 étoiles, et nouvelle ministre déléguée aux anciens combattants. Elle s'était rendue à Lyon pour un colloque sur les politiques de mémoire. L'appel l'avait interceptée en route. Elle s'approcha directement d'Henri, posa un genou au sol et prit sa main. « Monsieur Delattre, je suis Claire Vauquelin, ministre déléguée aux anciens combattants. Je suis profondément désolée de ce qu'on vous a fait subir aujourd'hui. C'est inacceptable. » Henri ouvrit difficilement les yeux, confus. « Une ministre ? Pourquoi ? » « Parce que, répondit-elle en regardant les CRS, aucun citoyen ayant servi cette nation ne devrait être traité de cette manière. Jamais. » Elle se releva, se tourna vers le capitaine Morel, qui avait maintenant l'air d'un lycéen pris en faute. « Capitaine, vos agents ont utilisé un taser sur un ancien combattant non armé de 90 ans lors d'un rassemblement autorisé sur l'espace public. Justifiez-vous. » Morel bafouilla. « Rassemblement non déclaré. Menace à l'ordre public. Sécurité des agents. » La ministre le coupa net. Une menace ? Cet homme, avec un déambulateur et un drapeau ? Votre compréhension des droits fondamentaux est non seulement erronée, elle est dangereuse. Elle se tourna vers l'agent en costume. Maître Dumas, saisissez toutes les images des caméras corporelles des agents, ainsi que les vidéos de surveillance de la ville couvrant les 60 dernières minutes. Je veux une enquête fédérale complète. Le parquet des droits civiques sera saisi avant ce soir. L'agent acquiesça. Déjà en cours, Madame la ministre. Les agents, policiers compris, comprirent à cet instant qu'ils n'étaient plus dans une affaire locale. Ils étaient désormais au cœur d'un scandale national. Les jours suivants, les SUV noirs restèrent en ville, silencieux mais visibles. Garés à chaque coin stratégique, à proximité des lieux de pouvoir comme des quartiers populaires, ils formaient une présence discrète mais impossible à ignorer. Le message était clair. Les anciens combattants ne seraient pas abandonnés, pas cette fois. Les citoyens le comprirent immédiatement. Des gerbes de fleurs commencèrent à apparaître devant l'hôpital, des mots écrits à la main, des drapeaux tricolores repliés avec soin. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Le mot-clic « avec Henri » devint viral. Des vétérans de tout âge, en uniforme ou en civil, publièrent des photos de leurs décorations, de leurs blessures, de leurs souvenirs. Et tous répétaient la même phrase. « On ne touche pas à un des nôtres. » Les excuses publiques du maire de Lyon et du préfet arrivèrent rapidement, presque précipitées,
tant la pression médiatique et citoyenne était forte. Une conférence de presse fut organisée au pied de l'hôtel de ville. Le maire, visiblement ébranlé, parla d'une erreur grave, d'un manque de discernement inacceptable et d'une volonté de rétablir la confiance. Le préfet, plus raide, lut un communiqué froid, mais admit que l'image projetée ce jour-là ne reflétait en rien les valeurs de la République. Le capitaine Morel et l'agent Petit furent suspendus, dans l'attente des résultats de l'enquête. Mais la rue ne voulait pas d'attente. Elle voulait des comptes, et elle voulait justice, pas procédure. Henri se rétablit lentement à l'hôpital. Les premiers jours furent critiques. Son cœur fragile avait peiné sous le choc. Mais il s'accrocha. Un infirmier raconta plus tard qu'Henri avait simplement murmuré « J'ai connu pire » en 1944. La ministre Vauquelin lui rendit visite chaque jour, sans exception. Elle ne venait pas avec des caméras ni des discours, seulement avec une chaise, une thermos de café et un regard franc. Elle s'assurait personnellement que tous ses soins soient pris en charge, que les spécialistes les plus compétents soient appelés, que l'unité dans laquelle il reposait reste calme et sécurisée. Son histoire fit la une. Les journaux, les chaînes nationales, même les programmes internationaux s'en emparèrent. Les gros titres étaient implacables. Un héros humilié. Quand la République oublie ses gardiens. Tasé pour avoir porté le drapeau. On vit sa photo. Celle d'un vieil homme, frêle mais digne, le visage crispé par la douleur alors qu'il gisait sur le bitume, tasé alors qu'il défendait des droits qu'il avait risqué sa vie pour protéger. Une photo prise par une étudiante en journalisme, prise à la volée, et qui fit le tour du monde. Il n'avait rien demandé. Il voulait juste être là, témoin, présent. Peut-être silencieux, mais inébranlable. Il ne portait aucune pancarte, n'agitait aucune colère. Seulement un petit drapeau, tenu droit, comme il l'avait toujours fait dans les cérémonies. Mais son courage silencieux réveilla une nation. Parce que lorsqu'on attaque les droits de ceux qui ont sacrifié pour les nôtres, la réponse doit être immédiate, ferme, et venir du sommet.